Nous ouvrons notre réunion avec l'audition de Madame Lydie Évrard, candidate proposée par le Président de la République aux fonctions de directrice générale de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, en application de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, une telle nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personnalité pressentie devant chacune des commissions compétentes à l'Assemblée nationale et du Sénat, suivi d'un vote à bulletin secret. Madame Évrard, avant de céder la parole à notre rapporteur, permettez-moi de revenir brièvement sur votre parcours et sur le rôle de l'ANDRA. Après une carrière d'ingénieur au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, la SN, pendant environ 10 ans, vous avez rejoint, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette expérience à l'international me semble être une véritable aubaine pour la sûreté nucléaire. Les expériences vécues à l'étranger dans ce domaine aussi singulier ont dû indubitablement nourrir votre réflexion sur l'avenir de la sûreté nucléaire française. Sans avoir jamais quitté les fonctions de sûreté et de sécurité nucléaire, vous apprêtez peut-être, si le Parlement venait à confirmer votre nomination, à renouer, si je peux m'exprimer ainsi, vos amours de jeunesse, et en travaillant à nouveau sur les questions de traitement des déchets radioactifs. Votre parcours témoigne en effet, dès le début de votre carrière, d'une appétence toute particulière pour la question de l'après-combustion. Vous avez en effet été la directrice de la direction en charge des déchets, du démantèlement des installations de recherche et du cycle. L'ANDRA est aujourd'hui l'agence exclusivement chargée des missions de traitement de matières radioactives. Or, nous mesurons l'Himalaya qui se dresse devant l'établissement, alors que la relance de la filière nucléaire bat son plein et que de nouveaux réacteurs pressurisés, EPR, sont amenés à voir le jour dans les prochaines années. Notre commission a d'ailleurs pu en mesurer toute l'acuité récemment à la faveur d'un déplacement d'une délégation de commissaires sur le site de la centrale nucléaire de Penly. Le projet pharaonique de construction de 2 EPR2 a été spécialement évoqué. Par ailleurs, mais je ne doute pas que notre rapporteur Paul Vidal reviendra dessus, l'ANDRA est également maître d'œuvre du projet CIGEO, qui vise, je le rappelle, à stocker en géologie profonde des déchets hautement radioactifs. Il n'existe à ce jour aucun projet équivalent dans le monde. Nous sommes dans ce domaine à l'avant-garde. Une fois ces éléments de contexte posés, je vous rappelle que cette audition est publique, elle est ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. À l'issue de notre audition et après le départ de la candidate, nous procéderons au vote à bulletin secret. Je vous rappelle qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement sera effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Votre audition devant la Commission du développement durable, de l'aménagement du territoire et de nos collègues de l'Assemblée se tiendra le 14 mai prochain. Je rappelle également que votre nomination ne pourra intervenir si l'addition des votes négatifs de chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés. Sans plus tarder, je cède la parole à notre rapporteur Paul Vidal pour conduire votre audition. Vous pourrez ensuite, Madame la candidate, nous présenter votre candidature et nous faire part de votre retour d'expérience et vos motivations avant de répondre aux questions du rapporteur. Et à l'issue de cet échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour, puis vous serez invités à leur répondre. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame Évrard, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour l'examen de votre candidature proposée par le Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution. Cette proposition de nomination intervient alors que Monsieur Pierre-Marie Abadie, l'ex-directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, que notre commission a entendu, a pris la tête de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, 4 mois plus tôt. Mes chers collègues, l'ANDRA, a d'abord été créée en 1979 en tant que direction au sein du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. En 1991, la loi dite Bataille a transformé le statut de l'agence pour en faire un établissement public, industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. Par la suite, la loi du 28 juin 2006, de programme relatif à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, est venue consacrer les travaux de recherche de l'ANDRA en renforçant ses missions de gestion
au long cours des déchets radioactifs et en prévoyant l'établissement par le gouvernement d'un plan national pour la gestion des matières et des déchets radioactifs. Au bénéfice d'une longue carrière au service de l'État et à la lecture de votre CV, vous avez acquis, Madame, une appétence prononcée pour le secteur du nucléaire, notamment dans son volet sûreté. Je retiendrai certaines de vos missions qui me paraissent cardinales et méritent d'être soulignées. Depuis 4 ans, vous occupez la fonction de directrice générale adjointe et chef du département de la sécurité et de la sûreté nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une telle expérience vous a permis de nourrir un regard croisé aux accents internationaux qui ne peut qu'être utile d'enrichissement pour la sécurité nucléaire de la France. Auparavant, et pendant plus de 10 ans, vous avez travaillé au sein de l'autorité de sûreté nucléaire, tantôt en tant que directrice en charge des déchets, du démantèlement, des installations de recherche et du cycle, tantôt en tant que responsable du contrôle de la radioprotection et du suivi des sites pollués par des substances radioactives. Dans le cadre de ces fonctions, vous avez notamment expérimenté la mise en œuvre d'un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Vous disposez d'une certaine expertise sur l'important projet CIGEO de stockage des déchets de haute activité et de moyenne activité à longue vie. Je reviendrai plus tard sur ces 2 sujets qui méritent toute notre attention. Au total, cette expérience, tant internationale que nationale, a des fonctions clés en matière de sûreté nucléaire et de gestion de déchets radioactifs, apparaît comme le meilleur témoin du sérieux de votre candidature. Si le Parlement soutenait votre candidature, je pense que l'ANDRA pourrait utilement capitaliser sur votre expertise et votre technicité. En égrenant à grands traits votre candidature, une première question: quel bilan dressez-vous de vos 4 années à l'AIEA et de vos 10 années passées au sein de l'ASN? Et dans quelle mesure estimez-vous que cette expérience pourrait être mise au profit au service de l'ANDRA? Vous vous apprêtez peut-être à prendre pour les prochaines années la direction de l'ANDRA. Une telle mission est lourde d'enjeux, alors que le traitement de déchets nucléaires navigue au confluent de vents contraires, à savoir la relance de la production nucléaire française, ce qui induit un accroissement de déchets radioactifs, sans toutefois intenter à la qualité des milieux naturels pour les générations présentes et futures, dans la mesure, et je cite, « la protection de l'environnement patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle. » À cet égard, il revient à l'ANDRA de traiter des déchets dits de faible activité et de moyenne activité, généralement stockés en surface ou en faible profondeur. Aujourd'hui, les déchets à très faible activité sont stockés dans le centre industriel de regroupement et d'entreposage et de stockage, les CIRES, situé à Morvilliers dans l'Aube, et les déchets de faible activité et d'activité moyenne à vie courte sont gérés par le centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaine-d'Huy, dans le même département. Le traitement de ces déchets ne pose aujourd'hui que peu, voire pas de difficultés. Néanmoins, compte tenu du vieillissement du parc nucléaire et du démantèlement consécutif à anticiper, quelle action entreprendrez-vous pour garantir le même niveau de sécurité? Surtout, vous aurez à traiter de déchets plus autrement problématiques, les déchets à haute activité et à longue durée de vie. Ces derniers se caractérisent par leur forte radioactivité et leur durée de vie, pourtant pouvant s'étendre sur plusieurs dizaines de milliers, voire de millions d'années. Isoler ces déchets afin de les rendre inaccessibles à l'homme le temps nécessaire à la décroissance de leur radioactivité apparaît comme l'enjeu principal de la filière de traitement des déchets nucléaires. Depuis ses balbutiements au début des années 90 jusqu'à la phase d'instruction du dossier, le projet de centre industriel de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, dit le CIGEO, censé voir le jour à Bure, dans la Meuse, sur le territoire de notre collègue Jocelyne Antoine, n'est pas sans susciter des interrogations. À cet égard, pouvez-vous, Madame Évrard, répondre à une série de questions? Pour votre complète information, les acteurs locaux y sont favorables, que ce soit le monde politique ou le monde économique, mais il faut quand même pas à n'importe quel prix, avec certaines garanties.
D'une part, comment pouvez-vous garantir que le projet CIGEO ne connaîtra pas un sort analogue à la mine d'Asse en Basse-Saxe en Allemagne, où l'entreposage de déchets hautement radioactifs s'est soldé par un véritable échec, entraînant de fortes contaminations? En outre, quelles actions allez-vous engager avec les acteurs locaux pour mener à bien ce projet? Plusieurs critiques sont émises s'agissant du projet CIGEO, notamment sur l'impossibilité de garantir à très long terme la stabilité des couches d'argile dans lesquelles seraient entreposés les déchets. Qu'avez-vous à répondre à cette interrogation? D'autre part, la réversibilité de l'entreposage est un sujet qui continue à faire débat. Il est prévu, à l'horizon 2150, une fermeture du site une fois les déchets entreposés. Comment pouvons-nous être sûrs que nous ne parviendrons pas à trouver dans les prochaines années une solution plus favorable pour les générations futures? Quelle est votre vision sur ce sujet-là? Par ailleurs, nous savons que ce projet n'est pas consensuel. Ses opposants peuvent se manifester, parfois avec virulence, quelquefois avec violence, à leur opposition. Comment appréhenderez-vous ces oppositions probables? Quelles seraient vos éventuelles prises de position en tant que directrice générale? Et enfin, une interrogation sur le coût du projet demeure. Estimé environ à 25 milliards d'euros, disposons-nous aujourd'hui de la garantie solide sur le coût final du projet? Si nous autres parlementaires n'aurons les moyens d'apprécier dans le temps la pertinence et la viabilité du projet que nous avons collectivement entrepris avec CIGEO, sur des sujets aussi sensibles et nouveaux, les craintes sont légitimes, mais elles ne doivent pas conduire à l'immobilisme. J'en viens à des questions plus programmatiques. Dans l'avenir de la filière déchets nucléaires, la 5e édition du Plan national pour la gestion des matières et des déchets radioactifs arrivera à échéance en 2026. Le processus d'élaboration du 6e PNGMDR, excusez-moi, mais c'est l'anagramme, est en cours pour l'année 2025. Dans son avis du 15 mars 2025 relatif aux enjeux et aux orientations à considérer dans le cadre du 6e plan, la SNR constate l'impossibilité de stockage unique pour l'intégralité des déchets de faible activité à longue vie. En conséquence, dans le cadre de ce 6e plan en cours, quelles sont les solutions que vous pourriez préconiser pour améliorer la gestion de ces déchets? Par ailleurs, dans ce même avis, la SNR considère qu'une réflexion et des solutions doivent être envisagées pour les déchets produits dans le cadre de projets de petits réacteurs modulaires, afin de gérer notamment les déchets de plomb et de graphite. Quelles solutions envisagez-vous en matière d'entreposage et de stockage de ces matières? Enfin, j'évoquerai le mandat particulier du directeur général de l'ANDRA. À la différence notable d'autres établissements semblables, par exemple la SNR, dont la durée du mandat du président est limitée dans le temps, il n'en est rien s'agissant de l'ANDRA. L'article 8 de l'arrêté du 7 novembre 1979 portant création au sein du CEA d'une agence nationale pour les déchets radioactifs n'a prévu aucun bornage temporel au mandat de son directeur général. Cette particularité peut interroger. Elle met en cause le principe même de reddition des comptes en l'absence de mandat strictement délimité. Comment, madame, appréhenderez-vous cette particularité et quelle vision avez-vous de cette fonction dans le temps? Je terminerai mon propos en rappelant que, compte tenu du contexte singulier, de la relance du nucléaire français, de la nécessaire réindustrialisation de notre tissu productif et des enjeux de décarbonation de notre mix énergétique, il apparaît impératif d'envisager tous les versants de ce grand mouvement en faveur de l'énergie nucléaire. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing à cette politique énergétique, mais d'en mesurer le caractère historique et, je le crois, incontournable des décisions que nous prendrons en la matière. Néanmoins, les générations futures nous regardent et ne nous pardonneront pas nos éventuellement manques d'anticipation en matière de gestion de déchets nucléaires. Nous les savons dangereux, nuisibles à nos milieux naturels, et c'est ainsi avec sérieux que nous devons envisager aujourd'hui la nomination à la tête de l'ANDRA de sa potentielle future directrice générale. Notre commission restera attentive à la mise en œuvre des missions de l'ANDRA et tout spécialement au déploiement du projet CIGEO. Pour conclure mon propos, je voudrais remercier
Toups, qui a beaucoup travaillé avec moi sur le sujet, qui m'a bien aidé dans toutes mes recherches pour préparer cette audition. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Évrard, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui pour cette audition pour les fonctions de directrice générale de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Mon propos introductif s'organisera autour de 3 temps. Dans un premier temps, je me présenterai brièvement, puis je vous présenterai ma vision des déchets radioactifs et de l'ANDRA. Enfin, je vous présenterai ma vision des enjeux que j'identifie pour les années à venir. Puis je répondrai aux questions plus particulières énoncées par le rapporteur. Pour me présenter brièvement, je suis haut fonctionnaire ingénieur de formation et j'ai fait le choix de rejoindre la fonction publique dès le début de ma vie professionnelle avec la motivation de travailler pour l'intérêt général. Mon parcours professionnel s'est essentiellement déroulé dans le domaine de la protection de l'environnement, la gestion des risques et la sûreté nucléaire. Et comme indiqué précédemment, j'ai travaillé en particulier plus de 10 ans pour l'autorité de sûreté nucléaire dans différentes fonctions. Cette expérience à l'ASN m'a aussi convaincu que la coopération et le partage des bonnes pratiques au niveau international sont essentiels pour maintenir de hauts niveaux de sûreté nucléaire. C'est avec cette conviction très forte que j'ai rejoint l'AIEA il y a 4 ans, donc l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, en tant que directrice générale adjointe et chef du département de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Mon poste actuel comporte une double composante, technique et diplomatique. Nous conduisons des activités de coopération internationale avec nos États membres pour renforcer la sûreté et la sécurité nucléaire à travers le monde. Et la recherche du consensus est essentielle dans toutes nos activités. Mes fonctions actuelles comprennent également une importante dimension de management d'équipe et de relations avec un très grand nombre d'interlocuteurs, en particulier les chefs d'autorité de sûreté nucléaire et les ambassadeurs à Vienne. Mon parcours professionnel m'a amené à travailler directement sur de nombreux sujets en lien avec les activités de l'ANDRA. À l'ASN, dans mes fonctions de directrice en charge des déchets, comme indiqué, ainsi qu'en tant que commissaire, j'ai été impliquée dans l'élaboration du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, le PNGMDR, ainsi que dans 2 débats publics, en 2013 sur CIGEO et en 2018 sur le PNGMDR. Mes activités au niveau international m'ont aussi permis d'élargir ma vision du sujet. J'ai été impliquée personnellement dans les revues de la Convention commune de l'AIEA, convention qui vise à assurer et renforcer la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. J'ai participé à des revues entre pairs et des visites à travers le monde d'installations de stockage, en particulier en Finlande, en Suède et au Japon, en particulier à Fukushima. C'est cette expérience personnelle acquise en France et à l'international qui me permet aujourd'hui d'appréhender toute l'importance et la diversité des enjeux liés à la gestion des déchets radioactifs. Du point de vue technique, la gestion des déchets radioactifs est un sujet complexe et interdisciplinaire. Il existe en effet une grande variété de déchets et chaque type demande une filière appropriée pour en assurer une gestion sûre et responsable sur des échelles de temps qui peuvent être extrêmement longues. Au-delà de ces aspects techniques, la gestion des déchets radioactifs est aussi un enjeu de société avec une dimension intergénérationnelle. C'est la raison pour laquelle le Parlement joue un rôle fondamental et son implication depuis plus de 30 ans a été décisive pour définir un cadre législatif approprié sur le long terme qui permet d'assurer une continuité et de s'assurer que les choix ainsi faits sont portés au plus haut niveau de la nation. La concertation avec les différentes parties prenantes et la collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs institutionnels et les territoires sont également indispensables. En France, nous disposons d'un cadre rigoureux pour la gestion des déchets radioactifs qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord, un cadre législatif et réglementaire spécifique pour la gestion des déchets radioactifs. Deuxièmement, un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, le PNGMDR, déjà mentionné, qui est un outil précieux de planification stratégique. Enfin, nous disposons d'une agence nationale spécialisée dans la gestion des déchets radioactifs, en l'occurrence l'ANDRA. L'ANDRA joue un rôle central dans le dispositif français. Elle exerce des missions variées au service de l'intérêt général. C'est une agence chargée d'une mission de service public, c'est un organisme de recherche, c'est un opérateur industriel,
c'est le maître d'ouvrage pour le compte de l'État du projet CIGEO, projet unique et complexe à plusieurs titres. J'y reviendrai juste après. L'ANDRA, en tant qu'opérateur industriel, exploite des centres de stockage de déchets radioactifs depuis plus de 50 ans, ce qui lui a permis de faire ses preuves d'une manière incontestable. Dans ses évaluations annuelles, l'autorité de sûreté nucléaire souligne ainsi que les installations de stockage sont bien exploitées avec des niveaux de sûreté satisfaisants. L'agence a développé une expertise technique solide et reconnue. Elle a aussi su nouer des liens étroits avec les collectivités territoriales concernées, leurs divers acteurs et la population, ce qui est primordial, comme on peut le constater avec les centres actuellement en exploitation dans le département de l'Aube, comme avec celui de la Manche, désormais fermé, dont l'ANDRA assure toujours le suivi. S'agissant du projet CIGEO, plus spécifiquement, projet de stockage des déchets de haute et moyenne activité à vie longue en couche géologique profonde. C'est un projet d'ampleur, encadré par des lois successives depuis 30 ans, qui ont conduit l'ANDRA à se donner la structuration et le dimensionnement nécessaires. De très nombreuses recherches ont été menées. Elles ont permis d'identifier un site à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, dont la géologie est favorable à l'implantation d'un tel stockage. Un laboratoire souterrain permet depuis plus de 20 ans de procéder à de multiples recherches et expérimentations. Des étapes importantes ont été franchies récemment, en 2022, avec le décret d'utilité publique, de déclaration d'utilité publique, et le décret inscrivant CIGEO comme opération d'intérêt national. La demande d'autorisation de création, la DAC, est actuellement en cours d'instruction et la démonstration de la sûreté à long terme constituera un élément essentiel, de même que les modalités de réversibilité du stockage. L'ANDRA doit ainsi répondre aux enjeux d'aujourd'hui, mais également anticiper les besoins de demain. L'objectif majeur pour les prochaines années sera de continuer à assurer une gestion sûre et responsable pour tous les types de déchets radioactifs, dans le contexte de l'évolution de la politique nucléaire française, en particulier la prolongation de la durée de fonctionnement du parc actuel, le projet de nouveaux réacteurs et le projet de développement de petits réacteurs modulaires. La politique nucléaire de notre pays, qui répond à une volonté d'indépendance énergétique, exige une gestion sûre et responsable des déchets radioactifs. CIGEO constitue donc la priorité de l'ANDRA, avec l'instruction en cours de la DAC, la poursuite de l'évolution interne de l'ANDRA et la préparation du passage progressif de la phase de conception à la phase de réalisation du projet de stockage. Il s'agit d'un processus au temps long, mais qui requiert une attention constante avec méthode et rigueur. La dynamique d'échange avec les territoires devra aussi se renforcer avec l'avancement du projet. En conclusion, si ma nomination au poste de directrice générale est confirmée, je compte apporter d'abord à l'ANDRA ma culture et mon expérience en matière de sûreté et de sécurité nucléaire avec 3 priorités. Petit 1, conduire les équipes de l'ANDRA. Je souhaite saluer le travail accompli au cours de ces 10 dernières années par Pierre-Marie Abadi, précédent directeur général de l'ANDRA. Les inspections générales des ministères chargés de l'environnement et de l'énergie ont souligné dans une récente évaluation, je cite, leur opinion très positive du fonctionnement de l'ANDRA, de la qualité de son encadrement et de la capacité de l'agence à remplir ses missions. Je m'attacherai à maintenir ce haut niveau de performance de l'ANDRA. Dans mes fonctions actuelles, je suis responsable d'un département d'environ 450 experts internationaux de 75 nationalités différentes, principalement des experts techniques. Nous développons des standards de sûreté internationaux et conduisons des revues par les pairs. Le département a aussi dû évoluer, voire se transformer ces dernières années pour répondre aux nouvelles attentes de nos États membres dans un contexte mondial de changement. Les projets de petits réacteurs modulaires, la résilience face au changement climatique, la cybersécurité, le recours à l'intelligence artificielle, mais également l'assistance au Japon pour le rejet en mer des eaux issues de Fukushima et surtout, depuis mars 2022, l'assistance à l'Ukraine en matière de sûreté nucléaire avec la conduite et le déploiement de très nombreuses missions techniques en Ukraine. L'ANDRA s'appuie, elle aussi, sur des équipes expérimentées et multidisciplinaires qui comprennent quelques 750 personnes avec une grande diversité d'expertise scientifique et technique.
L'agence travaille en étroite collaboration avec de nombreux acteurs en France et au niveau international, comme j'ai pu l'observer dans mes fonctions actuelles. Je conduirai les équipes de l'ANDRA avec la même conviction et les mêmes valeurs qu'avec les équipes que j'ai eu la chance de diriger jusqu'à présent. Une approche tournée vers le collectif et la valorisation de la diversité, indispensable pour atteindre les meilleurs niveaux de performance. L'écoute et le dialogue, et des conditions de travail de qualité qui soient propices au développement professionnel de chacun et renforcent l'attractivité de l'agence en tant qu'employeur pour qu'elle soit en mesure d'attirer les compétences dont elle a besoin. Petit 2, piloter la conduite des projets de l'ANDRA. Plusieurs projets sont en cours, au premier rang desquels le projet CIGEO, déjà mentionné. La gestion des déchets FAVL, faible activité à vie longue, devra aussi faire l'objet d'une attention particulière. La sûreté et la protection de l'homme et de l'environnement à long terme, le travail en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs et notamment les territoires seront des éléments indispensables pour la réussite de tous ces projets. Petit 3, d'une façon plus globale, je m'attacherai à assurer et maintenir un dialogue et des relations de qualité avec les différents acteurs, avec les agents de l'ANDRA, les représentants des salariés, avec les ministères de tutelle, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les parlementaires, les élus locaux au niveau des territoires, les producteurs de déchets, les instances de concertation, ainsi que les interlocuteurs au niveau international. Les années à venir présenteront de nombreux défis, mais l'ANDRA pourra compter sur de nombreux atouts. Son excellence technique, l'expertise et le savoir-faire remarquable qu'elle a développé depuis sa création, la grande qualité, le professionnalisme et l'engagement de ses équipes, les bonnes relations qu'elle entretient avec ses partenaires en France et à l'étranger. L'ANDRA traite de sujets aussi passionnants que complexes et de nouvelles étapes marquantes dans son histoire et son développement se profilent pour les années à venir. L'expérience que j'ai acquise sur un champ élargi de sujets techniques et de sûreté nucléaire, mais aussi en matière de management d'équipe et de relations avec de multiples interlocuteurs aux profils très divers, me sera précieuse. Elle ne me dispensera certainement pas d'apprendre encore beaucoup, mais je suis très confiante dans la valeur de l'équipe qu'il me serait donné de diriger, comme dans la qualité des relations que l'ANDRA entretient avec de multiples partenaires, à commencer par les élus de la République. Je suis très honorée d'avoir été proposée pour les fonctions de directrice générale de l'ANDRA, et si ma nomination est confirmée, vous pourrez compter sur mon total engagement. C'est ainsi que je terminerai mon propos introductif en vous remerciant et en restant bien sûr à votre disposition pour toute précision. Et je vais maintenant répondre aux questions qui ont été énoncées par le rapporteur dans sa présentation. Allez-y. Alors, je commencerai par la première question au sujet du bilan de mes 4 années à la tête du département sûreté et sécurité nucléaire à l'AIEA. Alors, pour commencer déjà avec des éléments de contexte, donc j'ai pris mes fonctions en 2021, début 2021, dans le contexte de la pandémie mondiale. Et avec le contexte actuel que l'on observe tous et les tensions au niveau géopolitique, les circonstances de mes fonctions ont effectivement joué un rôle particulier dans les missions que nous avons pu conduire depuis 4 ans. Alors le bilan, il est tout d'abord une observation que nous vivons dans un monde qui évolue rapidement, avec des activités historiques qui ont été bien sûr maintenues à l'AIEA, notamment le développement de standards de sûreté et de sécurité, puisque les États membres comptent énormément sur ces documents de référence de l'AIEA. Mais nous avons dû traiter des sujets émergents, donc les petits réacteurs modulaires, les questions d'intelligence artificielle, de cybersécurité, la résilience face au changement climatique. Je pense que c'est des sujets qui existaient, bien sûr, il y a 4 ans, mais qui prennent aujourd'hui une ampleur particulière. Et surtout, donc, des éléments totalement sans précédent, je dirais, comment assurer la sûreté et la sécurité nucléaire dans un pays en guerre. Donc le bilan est l'observation d'une évolution et d'un besoin d'accompagner ce changement, de s'adapter, de revoir les priorités, de consacrer les ressources nécessaires aux sujets qui sont incontournables. Ces 4 ans m'ont également appris à beaucoup en termes de fonctionnement dans le domaine de la coopération internationale.
et notamment le développement de partenariats de différentes natures avec différents acteurs. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très enrichissant de ce point de vue-là. S'agissant des 10 années à l'ASN, je pense que j'ai couvert l'essentiel dans mon propos introductif. Donc des enseignements à la fois techniques dans un champ large, les déchets radioactifs, mais également les installations du cycle du combustible, puisque les deux sujets sont liés à travers la politique énergétique française en particulier. Bien sûr, un focus sur la sûreté nucléaire, mais également la radioprotection et la protection de l'environnement, la gestion des sites et sols pollués. Donc c'est ce que je peux apporter en complément de la présentation que je vous ai livrée dans mon propos introductif. S'agissant de la deuxième question, donc la relance de la production nucléaire française et l'impact en termes de gestion des déchets radioactifs. Donc ça, c'est une question clé. C'est un sujet qui demande une attention permanente et qui est revu régulièrement, notamment dans le cadre de ce fameux PNGMDR, puisque nous revoyons périodiquement, sur la base d'un inventaire national, les besoins en matière d'installation de stockage des déchets radioactifs. Donc c'est cette dynamique, je pense, qui est essentielle au bon fonctionnement de notre système français de gestion des déchets radioactifs, s'assurer qu'en fonction des évolutions des activités nucléaires, il existe des installations de stockage qui soient sûres et que les besoins soient anticipés. Donc, s'agissant par exemple des besoins en matière de démantèlement, il y a un certain nombre d'évaluations qui ont été menées, de telle sorte que les stockages actuels, notamment le CIRES, puissent accueillir ces déchets. Donc c'est vraiment ce mécanisme de révision régulière qui permet de s'assurer que tous les déchets trouveront, donc, au moment voulu, une installation de stockage. Et l'ANDRA a pour mission d'anticiper ces besoins, d'analyser les évolutions avec différents scénarios et de s'assurer que les installations correspondantes sont développées ou modifiées, étendues en conséquence. S'agissant du projet CIGEO, donc un certain nombre de questions. Alors, au niveau des acteurs locaux, comme indiqué dans mon propos introductif, l'implication des territoires est un élément clé pour le développement et l'exploitation et la période de mise en exploitation des stockages. Alors, comment associer les territoires à ces projets ? Alors, tout d'abord, l'ANDRA n'est pas seule, mais l'ANDRA joue un rôle particulier dans la mesure où elle est porteuse, elle est le porteur de ces projets. Ces projets de stockage ont la particularité de présenter un enjeu national, ce qui est directement reflété pour CIGEO avec l'adoption des décrets de déclaration d'utilité publique et le décret inscrivant CIGEO en tant qu'opération d'intérêt national. Donc ces stockages ont une dimension nationale évidente. Ce sont des installations uniques. Mais l'implication des territoires est indispensable et doit se faire en bonne coordination avec cet enjeu national. Au niveau des territoires, l'accompagnement, notamment pour expliquer la nature des projets, répondre aux interrogations, aux préoccupations qui peuvent être soulevées, s'agissant notamment de la sûreté à très long terme, puisque l'on évoque des sujets à des échelles de temps particulièrement longues. L'ANDRA a pour mission d'apporter tous les éléments d'explication nécessaires, de participer bien sûr aux différentes réunions d'information, aux consultations, et d'être proactive dans sa communication pour que ces informations essentielles puissent être à la portée de l'ensemble de la population. Au-delà de cette mission d'information, l'ANDRA a également un rôle à jouer en termes d'accompagnement de l'intégration des projets dans les territoires, en particulier d'un point de vue économique, en faisant appel à en créant des emplois en local, en faisant appel à des entreprises en local
et en échangeant, bien sûr, de façon constante avec les représentants donc, des territoires. L'ANDRA doit être à ce titre un interlocuteur et un partenaire très engagé sur les territoires en permanence. C'est ce que les équipes de l'ANDRA s'attachent à faire depuis des années, donc aussi bien sur les départements donc, de l'Aube, le département de la Meuse, de la Haute-Marne, mais également, bien sûr, le département de la Manche, puisque le centre de stockage de la Manche est aujourd'hui toujours suivi par l'ANDRA. S'agissant du retour d'expérience de la mine d'Asse, donc en Allemagne. Alors cette mine a été le site d'infiltration, d'effondrement, et c'était une installation dans une installation de sel, une mine de sel. Alors qu'est-ce que l'on a appris de cet accident et plus globalement d'autres événements qui sont intervenus dans des installations de stockage en France et à l'étranger? Tout d'abord, qu'il est préférable et recommandé d'avoir une installation qui soit dédiée au stockage et pas une installation qui soit convertie en un stockage. Donc, en France, c'est le cas. Nous concevons des installations dédiées et nous les concevons pour qu'elles puissent répondre à des exigences de sûreté sur le très long terme. Des questions de design et donc de robustesse, de dimensionnement des structures ont également été prises en considération pour s'assurer que les stockages puissent être robustes. Donc ça, c'est robuste. C'est un autre enseignement qui a été tiré de cet accident. La récupérabilité des colis, et j'y reviendrai quand on parlera de la réversibilité. Donc des dispositions pour être en capacité de récupérer les colis en cas de besoin sont également introduites dans la conception française. Et c'est aussi un retour d'expérience de ces événements survenus en Allemagne. Les autres installations pour lesquelles des retours d'expérience ont été utiles, donc Stockamine et le WIP. Le WIP est une installation de stockage de déchets radioactifs aux États-Unis. Sur la base de ces deux retours d'expérience, il a été montré le caractère essentiel de procéder à une caractérisation très très poussée des colis de déchets qui seraient amenés à être stockés et d'avoir des critères d'acceptabilité extrêmement rigoureux pour éviter que des colis qui ne soient pas appropriés soient mis en stockage. Donc ça, je pense que c'est quelque chose au-delà de la mine d'Asse, ce qu'on a appris notamment du WIP. Des mesures de prévention du risque d'incendie et de protection également font partie des enseignements tirés de ces événements, donc, notamment aux États-Unis. Dernier point, puisque là on parle beaucoup de dispositions techniques, je voulais aussi mettre l'accent sur le besoin de prendre en compte le retour d'expérience en termes de facteurs organisationnels et humains. Une installation de stockage est une installation nucléaire et à ce titre, les dispositions matérielles de protection, de prévention des risques doivent être complétées par une analyse et une approche rigoureuse s'agissant des facteurs organisationnels et humains. Et comme on a pu l'observer dans un certain nombre d'événements, d'accidents, les facteurs organisationnels et humains jouent un rôle essentiel. Et c'est aussi une dimension qui est prise en compte lorsqu'on conçoit et définit les conditions d'exploitation d'un stockage de déchets radioactifs. Action avec les acteurs locaux, je pense que j'ai répondu avec la question précédente. Stabilité au niveau de la couche d'argile. Donc, c'est un sujet donc, évidemment fondamental quand on considère les échelles de temps pour un stockage comme CIGEO. La couche d'argile a fait l'objet de très nombreuses recherches, expérimentations pour confirmer sa stabilité, pour confirmer qu'il n'y avait pas de faille, pour s'assurer que la couche d'argile qui est épaisse permette d'accueillir un tel stockage.
Peut-être un petit mot pour vous donner un regard international sur cette question des stockages géologiques en couche profonde. Au niveau international, c'est la recommandation, la solution de référence pour la gestion ultime des déchets radioactifs. Et c'est bien dans ce cadre que le projet français a été développé. S'agissant de la réversibilité, alors sur ce sujet-là, c'est un sujet typiquement français, je dirais, qui n'est pas systématiquement intégré dans les projets d'autres États membres. Cette réversibilité est une demande citoyenne très forte, qui est issue d'un débat public, le débat public de 2006, demande très forte, citoyenne très forte, qui a conduit à inscrire le principe dans la loi. Et donc, en France, il est très clair qu'un stockage ne pourra pas être autorisé s'il n'est pas réversible. Et c'est la loi qui le fixe. Je pense que ça, c'est un point très important qui permet de s'assurer et de traiter la question des solutions alternatives. Si une meilleure solution apparaissait dans le futur, pendant un certain temps, il est prévu que le stockage puisse être réversible. Ça veut dire que le stockage doit être développé de façon progressive, doit être adaptable, doit être relativement flexible et doit pouvoir permettre la récupérabilité des colis en tant que de besoin. Donc c'est ainsi que l'on prend en compte à la fois ce besoin de sûreté à long terme avec le stockage, mais également ce besoin qui pourrait apparaître à un moment donné de prendre en compte de nouvelles technologies qui pourraient ouvrir la voie sur d'autres solutions. Ceci étant, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative définie au stockage géologique en couche géologique profonde. C'est la solution de référence, comme je l'indiquais précédemment. Donc, c'est une précaution qui doit être prise et le stockage doit intégrer cette dimension de réversibilité. Nous devons poursuivre les études de solutions alternatives, mais encore une fois, aujourd'hui, il n'y en a pas de disponibles. Donc, c'est un travail sur le long terme et qui devrait permettre à la fois de s'assurer que si, à l'avenir, les générations futures avaient à leur disposition une solution meilleure, elles puissent la mettre en œuvre. Ceci étant, il faut garder en tête que la réversibilité ne doit pas conduire à compromettre la sûreté. In fine, un stockage sera sûr s'il est fermé. Voilà. Donc c'est un peu tous ces éléments. C'est pour ça que quand j'expliquais dans mon propos introductif la complexité en fait du sujet technique, c'est aussi lié à cette dimension réversibilité, attente sociétale. Et c'est la combinaison, la meilleure combinaison possible de l'ensemble de ces éléments qui doit être assurée. S'agissant des oppositions et des prises de position de l'ANDRA, alors je pense que l'ANDRA a ce rôle essentiel d'apporter tous les éléments d'information, technique, d'explication, y compris sur des sujets compliqués, pour présenter les mesures qui sont prises pour assurer la sûreté du stockage et plus globalement la gestion sûre et responsable de l'ensemble des déchets radioactifs. Bien sûr, un sujet tel que celui des déchets radioactifs, qui traite à la fois des déchets et du radioactif, peut être clivant et peut conduire à des oppositions. Je pense que c'est un élément que nous avons tous en tête. Donc l'ANDRA se doit de répondre systématiquement à toutes les questions qui relèvent de cette gestion sûre et responsable des déchets radioactifs. Il apparaît dans certaines oppositions des questions qui vont au-delà. Donc l'ANDRA n'est pas nécessairement systématiquement l'interlocuteur pour répondre à toutes les questions, mais en tout cas, s'agissant des déchets, de la gestion sûre et responsable des déchets radioactifs, l'ANDRA se doit d'être le premier interlocuteur, apporter tous les éléments de réponse et assurer un dialogue technique, même si les conditions sont parfois délicates. Je pense que c'est vraiment le rôle d'une agence nationale comme l'ANDRA de pouvoir construire les conditions de ce dialogue technique autour de la gestion sûre et responsable des déchets radioactifs. S'agissant du coût de CIGEO et de la garantie du coût final, donc le coût de 25 milliards d'euros qui a été indiqué par le rapporteur se réfère au coût qui avait été estimé en 2016. Donc ce coût a été fixé par un arrêté.
Le Code de l'environnement dispose que le coût de CIGEO doit être révisé aux étapes marquantes du développement du projet, et notamment, donc, la prochaine étape étant la demande d'autorisation de création. Donc une réévaluation est en cours et c'est la façon c'est ce qui nous permet de nous assurer que le coût final soit ajusté dès lors qu'une étape particulière est franchie, de pouvoir avoir des éléments de mise à jour et de s'assurer que les provisions qui sont nécessaires pour assurer le financement du projet puissent être mises en œuvre. Donc ces provisions sont constituées par les exploitants nucléaires, puisque ce sont les producteurs de déchets, et en application du principe pollueur-payeur, ce sont les producteurs qui doivent constituer ces provisions sur la base de l'estimation du coût qui est faite par les services de l'État. L'avenir des déchets radioactifs avec la future édition du PNG-MDR, donc la 6e édition. Donc, comme indiqué, le projet de stockage des déchets de faible activité à vie longue sera un point important, essentiel, de même que la poursuite de l'instruction de CIGEO. Donc, les priorités seront de poursuivre la caractérisation et l'identification des solutions de gestion compte tenu des différentes catégories de déchets que constituent les FAVL. Les FAVL constituent une catégorie très hétérogène. Donc c'est la difficulté qui a été rencontrée dans le développement d'un stockage pour ce type de déchets. La 6e édition du PNG-MDR adressera ce sujet-là, bien sûr. La poursuite de l'instruction du projet de stockage CIGEO, la question des déchets de faible activité, notamment liés au démantèlement. Et je voulais également ajouter donc un point particulier avec la bonne articulation entre la politique française en matière de gestion des déchets radioactifs et la politique énergétique française, et notamment la politique nucléaire. Et cette articulation sera aussi un objet d'attention pour la prochaine édition du PNG-MDR. S'agissant des déchets des SMR, les petits réacteurs modulaires, la question pour moi importante est de pouvoir anticiper. Aujourd'hui, il y a des dizaines de designs différents de petits SMR. Donc, en fonction de l'évolution, le développement de ces petits réacteurs modulaires, il faudra identifier aussitôt que possible la nature des déchets pour s'assurer qu'ils puissent être pris en compte dans des filières appropriées. Enfin, s'agissant du mandat du DG de l'ANDRA, avec l'absence de bornage, c'est effectivement une particularité. Alors, ma vision personnelle est qu'un poste comme celui-ci et les échanges qu'on a eus sur les éléments caractéristiques finalement du cadre de gestion des déchets radioactifs en France amènent à considérer une action avec une certaine continuité. Donc, il est évident que la direction générale d'une agence comme l'ANDRA bénéficierait d'une certaine continuité et d'une stabilité. Maintenant, je pense que c'est aussi un équilibre entre la stabilité et puis à un moment donné aussi avoir un renouvellement. Donc c'est cet équilibre. Ça ne donne pas un nombre d'années défini, mais je pense que c'est vraiment l'équilibre de ces deux composantes qui me semble importante. Et je vous rends la parole. Merci. Des précisions, monsieur le rapporteur? Non. Eh bien, je vais donner la parole à madame Antoine. Merci, Monsieur le Président. J'avais préparé un grand texte avec beaucoup de questions, mais vous avez répondu à 80% à mes questions, donc je ne vais pas... voilà, je n'ai pas pour habitude de reprendre les questions auxquelles on a déjà répondu. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Paul Vidal pour la qualité de son rapport. Donc Madame Évrard, vous êtes proposée pour prendre la direction générale de l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, chargée de la gestion à long terme des déchets radioactifs produits en France. Comme l'a précisé le président Longeau, votre parcours et votre expertise en matière de sûreté nucléaire vous donnent toute légitimité pour éventuellement devenir cette directrice. Dans le cadre de ces missions, l'ANDRA met son expertise et son savoir-faire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et garantir les solutions de gestion sûre pour l'ensemble des déchets radioactifs français.
Chaque année, l'utilisation des propriétés de la radioactivité engendre des déchets radioactifs qui émettent de la radioactivité et présentent des risques pour l'homme et l'environnement. Parmi ces déchets, en tant que sénatrice de la Meuse, vous imaginez bien que je porte une attention toute particulière à ceux qui resteront très dangereux et très longtemps, à savoir les déchets de haute activité, dits les HA, et de moyenne activité à vie longue, les fameux MAVL, qui seront stockés dans le centre industriel de stockage géologique connu sous l'acronyme de CIGEO, qui se situe, comme tout le monde le sait, sur les départements de la Haute-Marne et de la Meuse devant accueillir dans son sous-sol la totalité du stockage des colis radioactifs qui pourraient y être placés. Je dis bien la totalité parce que ce sont les installations de surface qui sont à cheval sur les deux départements. Mais par contre, l'enfouissement se fait bien dans le sous-sol meusien à 100%, et 100% des colis seront sous le sous-sol meusien. Donc, si vous étiez confirmée au poste de directrice générale de l'ANDRA, vous arriveriez à une période charnière du projet CIGEO, et une période très importante. Juste un petit résumé en 3 mots, mais vous l'avez déjà repris. Donc en 2022 est paru le décret de déclaration d'utilité publique, la fameuse DUP, et en 2023 a été déposée la demande d'autorisation de création, la fameuse DAC, dont l'instruction court jusqu'en 2027, et instruction qui pourrait aboutir au décret d'autorisation de création, marquant ainsi la construction initiale du centre de stockage et constituant la phase industrielle pilote. La mise en service avec la réception des premiers colis pourrait alors intervenir aux environs des années 2035-2040. Nous sommes en 2025, nous voyons bien ici que les 10 années à venir et que vous auriez éventuellement à gérer, au moins en partie, sont une phase très charnière et très importante pour le projet CIGEO. Un tel projet requiert la nécessité d'un débat public permanent, et je vais juste m'attarder sur ce point, puisque toutes mes autres questions, je les avais listées, mais vous y avez répondu, donc je n'y reviendrai pas. Mais je voudrais insister sur le débat public permanent, la concertation devant rester au cœur du processus. Les gens, tout le monde le sait, savent qu'il faut régler le problème des déchets radioactifs, puisqu'on les a. Tout le monde n'est pas convaincu par la solution du stockage géologique profond. Mais si l'option était retenue, puisque nous le saurons à l'issue de la DAC, alors ils exigent un maximum de données pour minimiser les marges d'incertitude. Les personnes et les citoyens s'interrogent sur les nuisances ou les risques liés au transport, que ce soit en phase chantier ou en phase d'exploitation. J'insiste, puisque c'est sur cette période de 10 années où on sera en phase de construction et avant la phase d'exploitation, où on va voir un chantier gigantesque sur le territoire. Alors, pour répondre à ces interrogations, et vous l'avez dit, l'ANDRA travaille avec différentes instances, hein. La Commission nationale du débat public, le CNDP, et puis le Comité local d'information et de suivi, le CLIS, ainsi que l'Observatoire de santé des riverains du projet de stockage de Bure, l'OSARIB. Bon, je vous passe tous les acronymes. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous envisagez votre relation avec ces différents acteurs que sont le CNDP, le CLIS ou l'OSARIB. Et dans l'éventualité où la DAC aboutirait au décret d'autorisation en 2027, le chantier démarrera. Et vous nous avez exposé vos compétences et votre vision en matière de sûreté nucléaire. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment envisagez-vous la gestion de ce chantier en matière de sécurité et matière d'acceptabilité par les populations de proximité. Parce qu'il y a l'acceptabilité à long terme du stockage des déchets et des questions qu'il y a à faire. Mais pour les populations locales, il y a aussi cet énorme chantier qui pose question, en dehors des problèmes purs et simples de sûreté nucléaire, qui sont des problèmes stratégiques avec des nombres importants de camions sur les routes, etc., etc. Et de sécurité, également de sécurité routière sur le secteur, le temps de la construction. Alors ça, c'est vrai que c'est pas le même type de sécurité, mais je voulais savoir comment vous pouviez gérer cela. Enfin, les relations entre l'ANDRA et les acteurs locaux, vous en avez un petit peu parlé. Notre rapporteur l'a mentionné. J'ai pu constater que dans votre carrière, vous avez été amené à travailler avec les dites collectivités territoriales. J'ai pu voir cela dans votre CV. Forte de cette expérience, pourriez-vous me préciser quelle serait votre méthode de travail avec les collectivités, mais vous en avez déjà touché un mot.
Et puis, je vais faire un petit détour dans mon propos par rapport au sujet nucléaire et qui concerne le fait que vous soyez une femme, puisque je travaille sur un rapport à la DDF qui sont Femmes et Sciences, et je suis persuadée que dans les relations qui vont arriver pour les 10 années à venir, on a besoin aussi de souplesse et peut-être, si je puis me permettre, une main féminine pour apaiser les relations. Je suis complètement persuadée que dans ce genre de sujets qui sont très clivants, l'approche d'une femme qui peut être des fois plus à l'écoute, voilà. Alors bien sûr, je vais mettre tous mes collègues ados qui vont dire ouais, nani, nanas. Alors c'est pas du militantisme, mais sincèrement, dans ce rapport, entre autres, les études prouvent que la présence de femmes au poste scientifique et de direction amène une autre forme de concertation. Et voilà, ma question, ça va être, est-ce que vous pensez qu'être une femme est un atout pour ce poste? Voilà, ça c'est fait. Merci. Je vais Merci beaucoup. Donner la parole à d'autres collègues et puis vous répondrez globalement. Non, nous, on ne portera pas de jugement. Tu as le droit de t'exprimer. La parole est à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Bonjour, Madame Évrard. Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, la France a donc fait le choix d'opérer un retour stratégique vers le nucléaire. Une relance qui vise à renforcer la souveraineté énergétique du pays, à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et bien sûr à garantir une production stable, en tout cas on le souhaite, d'électricité décarbonée. Une relance qui soulève des défis majeurs comme ceux des coûts importants, des délais de construction et comme bien sûr celui de la gestion des déchets radioactifs produits en plus grande quantité. La France est aujourd'hui l'un des pays les plus avancés en matière de gestion des déchets nucléaires. Ce thème a été abordé par le rapporteur et vous le connaissez bien dans le cadre de vos anciennes fonctions à l'ASN. Et j'en viens moi aussi naturellement au projet de centre d'enfouissement profond CIGEO à Bure qui soulève localement, légitimement, craintes et interrogations. Car si ce choix géographique repose sur des fondements scientifiques solides, comme notamment la stabilité géologique qui a été évoquée tout à l'heure, certains mettent en avant l'impossibilité de prévoir avec incertitude sur le temps long des phénomènes qui pourraient potentiellement compromettre l'étanchéité du site. C'est la fameuse sûreté à long terme que vous avez évoquée dans votre propos tout à l'heure. Je pense bien sûr au séisme et je pense encore plus aux infiltrations d'eau, comme cela a été le cas en Basse-Saxe. J'en viens donc à ma question, qui tourne autour d'un mot que vous n'avez pas prononcé dans votre propos introductif, c'est celui de transparence. Quelles mesures, même si vous avez évoqué bien sûr à la fin de votre intervention les notions d'information auprès des acteurs locaux, quelles mesures de transparence supplémentaires peuvent être mises en place dès aujourd'hui pour garantir l'acceptabilité de ces solutions sur plusieurs générations? Et par ailleurs, quelle place pensez-vous accorder d'une façon globale à l'information et à la prévention citoyenne? Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Fagna. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, Madame Évrard, à l'instar de ce que Monsieur le Président a évoqué dans ses propos liminaires, ainsi que Monsieur le rapporteur et mes deux précédents collègues. En effet, notre pays vit une réorientation de sa politique nucléaire avec une relance de la filière électronucléaire et la création de nouveaux réacteurs. Mais d'autres évolutions majeures ont été connues ces dernières années, et tout particulièrement en 2024, avec deux événements significatifs. Le premier, l'annonce de la prolongation de la vie de l'usine de La Hague d'Orano dans le département de la Manche pour le retraitement des combustibles usés, donc sous la dénomination du programme Aval du futur, mais aussi une fusion que nous avons vécue de près ici entre l'ASN et l'IRSN, puisque vous connaissez parfaitement bien la première entité, comme vous l'avez rappelé dans l'évocation de votre parcours, et tout cela n'est pas sans bouleverser le paysage nucléaire français. Donc ma première question porte sur la façon dont vous envisagez la juste place de l'ANDRA dans le programme Aval du futur et les relations avec Orano pour que vous puissiez trouver la place qui doit être la vôtre dans les réflexions et la conduite de ce programme majeur pour la filière électronucléaire française. La seconde porte sur la façon dont vous envisagez les relations avec la nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, puisque aujourd'hui nous n'en sommes qu'à quelques mois
mois après la concrétisation de cette fusion, qui a engendré des surcoûts de fonctionnement importants à périmètre constant, mais aussi et surtout bouleversé des habitudes de travail qui étaient parfaitement bien établies dans le cadre de l'expertise de sûreté nucléaire à la française. Donc comment l'ANDRA entend dialoguer avec l'ASNR. Et enfin, ma dernière question rejoint celle évoquée par mes collègues, et notamment notre collègue Jocelyne Antoine Delameuse, sur la relation avec la société. Car si la relance de la filière nucléaire française est une excellente nouvelle pour la production d'une énergie décarbonée, nous connaissons aussi les interrogations légitimes de nos concitoyens quant au devenir des déchets, puisque c'est l'un des points saillants de la contestation qui peut naître à l'égard de la filière. Et donc, au-delà du seul site de Cigéo, comment l'ANDRA entend faire entendre sa voix sur la façon dont vous conduisez la gestion des déchets nucléaires, et au-delà même du concours de la CNDP à l'élaboration de la 6e édition du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, comme cela a été évoqué par notre collègue rapporteur tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'ai passé la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Madame Évrard, comme l'a indiqué notre rapporteur, vous disposez d'un profil d'excellence dans le secteur du nucléaire, tant sur l'expertise que le savoir-faire. C'est une véritable fierté française. Alors justement, la remontée en puissance, ce dont je me félicite de la filière nucléaire dans notre pays, va nécessiter pour la gestion des déchets nucléaires davantage de compétences scientifiques, techniques très pointues, un important renouvellement des effectifs et suite aux tergiversations françaises sur le nucléaire, il y a aujourd'hui malgré tout un déficit d'attractivité des métiers, comme ça a été récemment démontré dans plusieurs rapports institutionnels où on fait état de la nécessité de recruter 100 000 personnes d'ici 2034, à la fois pour répondre aux besoins de construction des nouveaux réacteurs, comme à la maintenance et le démantèlement des installations. Alors, dans cet environnement, quelles actions concrètes envisagerez-vous, si vous prenez la présidence de l'ANDRA, pour que puissiez continuer à recruter, former, fidéliser les experts indispensables à la sûreté et à l'innovation dans le secteur de la gestion des déchets nucléaires? Et deuxième question, dans ce contexte de relance du nucléaire, des EPR2, et aussi dans le contexte d'une instabilité politique et aussi le contexte de nombreuses campagnes de désinformation, tant à l'échelle nationale qu'internationale. On le sait, ça a été dit par les collègues, la gestion des déchets radioactifs et le nucléaire d'une façon générale suscite de nombreux débats chez nos concitoyens. Bon, sur le point qui vous intéresse particulièrement, sur la sûreté du stockage à long terme et l'impact environnemental des installations. Alors la question, c'est comment vous, dans vos futures responsabilités, vous allez prendre ce sujet pour davantage de pédagogie, de communication envers le grand public pour répondre aux arguments des détracteurs du nucléaire. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Michael Weber. Merci, Monsieur le Président, Madame Évrard. Chers collègues, deux questions de ma part aussi. Vous savez qu'au sein de cette institution, nous avons actuellement une commission d'enquête sur les agences de l'État et qui se réunit et qui travaille depuis quelques semaines, je pense même déjà plus d'un mois et demi. Or, la ministre Amélie de Montchalin a annoncé pas plus tard que ce dimanche la volonté du gouvernement de poursuivre les fusions, suppressions de ces agences de l'État. C'est un sujet extrêmement mis en lumière avec la situation budgétaire actuelle, et c'est une des pistes qu'explore le gouvernement pour trouver des moyens. Avec un budget de 232 millions d'euros, est-ce que l'agence l'ANDRA est une agence importante et vous pourriez être touché par ces réévaluations? Et si tel était le cas, comment est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous avez déjà à votre esprit anticipé ce que pourrait être l'ANDRA demain, ou la façon dont vous seriez obligé de vous adapter? Et sur le second sujet, tout à l'heure, notre collègue Jocelyne Antoine l'a bien dit, vous êtes
amenés à intervenir sur des territoires qui sont essentiellement des territoires ruraux, qui ont aussi une particularité reconnue très souvent en termes d'environnement, puisque le territoire du Grand Est qui vous concerne, il y a à la fois un parc naturel régional, celui de Lorraine, et de l'autre côté, celui de Forêt d'Orient, qui a été, il y a quelque temps d'ailleurs, un peu bousculé dans son projet d'extension parce qu'il y avait des sites d'enfouissement de déchets nucléaires. Et donc la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on arrive, de votre point de vue, à faire coïncider à la fois cette excellence territoriale rurale reconnue et l'action qui est la vôtre pour maintenir effectivement cette qualité particulière, patrimoniale particulière. Merci. Si je vais donner la parole à Jean-Marc Delia. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame Évrard, dans ce contexte marqué par la montée des cybermenaces, je vais aborder un niveau de sécurité qui n'a pas été abordé ce matin concernant la sécurité informatique visant les infrastructures critiques. Eu égard aux récentes modernisations qui ont eu lieu à l'Andra au niveau des unités de stockage, en passant sur du pure storage, donc qui sont voilà, un niveau de stockage qui permet de faire une maintenance à chaud en enlevant des disques très rapidement. C'est aussi une faille de sécurité qui pourrait être ouverte sur ces cybermenaces. Donc sur ce sujet, je voudrais juste vous demander comment vous allez appréhender les éventuelles cyberattaques ciblant ces données sensibles et comment vous envisagez de renforcer l'utilisation de l'intelligence artificielle aussi dans cette stratégie de cybersécurité, par exemple pour la détection proactive des anomalies, mais aussi pour les comportements suspects. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Ronan Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Il me semblait que j'avais été inscrit. Oui, trois questions complémentaires. Je vous ai bien écouté et vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez utilisé le terme satisfaisant concernant le stockage des déchets nucléaires aujourd'hui avec votre vue ASN. Alors satisfaisant, ça sous-entend quand même des marges de progrès. Donc quelles sont, maintenant que vous passez de l'autre côté, potentiellement, ça dépendra du vote bien sûr, quelles sont d'après vous justement ces principales marges de progrès pour améliorer encore la sécurité et limiter les risques environnementaux. La deuxième question, c'est, vous en avez un peu parlé, mais où en est-on ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est presque au moment du début de l'exploitation du site de manière industrielle et dans le cadre, du coup, d'une économie maîtrisée, ou est-ce qu'on en est encore assez loin ? Vous avez vu votre expérience précédente, obligatoirement une vision sur ce point. Et troisième question, c'est que... donc, ça a été dit par certains de mes collègues, on est sur une relance du nucléaire français. Aujourd'hui, toutes les études internationales des principales agences énergétiques, économiques annoncent un nucléaire français au double ou au triple des autres productions électriques européennes, photovoltaïques et éoliennes, notamment offshore. On sait qu'EDF a du mal à trouver quand même les masses financières nécessaires à cette relance. Et que donc, dans le rapport à Cigéo, la question économique va être une question importante, qui peut se traduire de deux manières. Soit une pression sur des coûts, somme toute, maîtrisés au maximum, quitte à peut-être rogner sur un certain nombre de sujets environnementaux, ou, ce qui pourrait être une autre tactique, on ralentit encore au maximum le début de Cigéo, parce que ça permet de faire des économies et de garder l'argent pour relancer la production nucléaire. Donc, trois questions assez précises. Merci. Y aurait-il d'autres prises de parole que je n'aurais pas vues? Non. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je donne la parole à la candidate pour pouvoir répondre aux questions de mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos questions.
Alors, certaines se recoupent, je vais essayer de les prendre du mieux possible. Alors, s'agissant des relations avec les différentes instances en matière de concertation, donc il a été mentionné la CNDP, le CLIS de Bure. Je pense que ce sont effectivement des instances clés dans la façon dont on peut conduire des échanges réguliers, ouverts, avec différents partenaires aussi. Je pense que c'est important de pouvoir toucher un public le plus large possible. Donc personnellement, si j'étais nommée directrice générale de l'ANDRA, je continuerai à être personnellement investie, donc en fonction des réunions et des événements et du calendrier. Mais je pense que c'est important que le directeur général de l'ANDRA ou la directrice générale puisse être personnellement impliqué dans ces réunions et dans ce type de concertation. S'agissant de la question de la gestion du chantier de CIGEO, au-delà des questions de sûreté nucléaire, oui, le projet CIGEO est un projet d'ampleur, pas uniquement du point de vue de la sûreté, même si la sûreté est un élément dimensionnant. Il y aura une dimension très importante de conduite du projet qui intégrera différentes composantes, notamment la partie sécurité et acceptabilité. Donc ça sera un grand ouvrage au sens général du terme, et les moyens appropriés devront accompagner donc, le développement et la progression de ce projet. S'agissant de la méthode de travail avec les collectivités territoriales et la façon dont on pourrait continuer le travail déjà engagé, je pense que c'est important de le souligner, que le travail a déjà été engagé et doit se poursuivre. Je pense que la progression du projet, le développement du projet CIGEO et dans ses prochaines étapes devra conduire à de nouveaux modes d'échange, le cas échéant, renforcer certains cadres et bien sûr répondre aux nouvelles questions qui ne manqueront pas d'être soulevées au fur et à mesure de la progression du projet. Donc je pense que c'est une dynamique pour moi, les échanges avec les collectivités territoriales, avec les acteurs en local. Aujourd'hui, on a une base robuste, les échanges sont bons, l'ANDRA est très présente. Avec l'avancement du projet, il faudra probablement continuer à développer ces modes d'interaction et pour continuer à accompagner du mieux possible l'intégration du projet dans le territoire. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de figé. Je pense que c'est important de pouvoir évoluer en fonction donc, des besoins, des attentes. Et c'est la raison pour laquelle il faut être aussi très présent. Ça, je pense qu'on vous parliez, l'un de vous parlait de la méthode. Je pense qu'il faut être très présent sur le territoire. C'est à ce niveau-là qu'on peut entendre de la façon la plus précise et la plus évidemment pertinente les attentes et y répondre du mieux possible. Donc ça, je pense que la dimension présence sur le territoire, engagement, restera un point fondamental. Alors, sur la question des femmes et des sciences, c'est une question très intéressante, évidemment, mais aussi très compliquée. Alors, je ne m'aventurerai pas à répondre si le fait d'être une femme, c'est un atout ou pas. Par contre, je voulais simplement répondre sur le mode l'expérience que j'ai pu avoir dans mes fonctions précédentes et dans mes fonctions actuelles. Je pense que j'insiste sur les années que j'ai passées à l'AIEA depuis 2021, et notamment 3 ans à faire de la sûreté et de la sécurité nucléaire, dans un contexte de guerre. Je pense que ça m'a apporté une expérience. Ces années ont été très formatrices. C'est pas lié au fait que j'ai été une femme, c'est lié au fait que dans mes fonctions de chef du département de la sûreté et de la sécurité nucléaire, j'ai été conduite à travailler dans des conditions parfois compliquées, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'il a fallu mettre l'ensemble des acteurs autour d'une table pour dire, indépendamment de toutes les considérations de territoire, nous voulons travailler sur le sujet sûreté et sécurité nucléaire. Et je peux dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, les États membres sont très en soutien de l'AIEA parce que nous sommes le seul acteur en capacité d'être en particulier sur la centrale de Zaporijia. Donc voilà, je pense que c'est... Je ne répondrai pas, alors désolé si je vous déçois, mais je ne répondrai pas sur la côté femme, par contre sur la partie expérience personnelle, y compris dans des circonstances un peu extrêmes et un peu uniques, il faut le dire. Ça, je pense que ça m'apporterait aussi un atout pour gérer des situations parfois conflictuelles.
Alors, sur la partie transparence, oui, merci beaucoup la question. C'est un manque, je le reconnais en toute honnêteté. Oui, la transparence, c'est un point fondamental. Alors, dans mon esprit, il est indissociable de la question de la sûreté nucléaire. Alors, peut-être que c'est un défaut lié à mon passage 10 ans à l'ASN. Pour nous, la transparence est directement lié à la partie sûreté nucléaire. On ne peut pas développer des mesures de sûreté nucléaire dans la durée et de façon constructive sans transparence. Donc vous avez tout à fait raison. Ça fait partie des échanges que l'on doit avoir avec les différents interlocuteurs, en adaptant aussi, je pense, le discours en fonction des profils des uns et des autres, pour qu'on puisse à la fois discuter de sujets très techniques avec des experts, le cas échéant, mais également discuter avec des représentants de la société civile, même s'ils n'ont pas une expertise dans le domaine nucléaire ou en matière de sûreté nucléaire. Alors c'est ce qui s'est passé dans le contexte du débat de 2013. Il y avait une conférence citoyenne et les représentants de la société civile avaient été formés pour pouvoir appréhender des dimensions particulières du projet CIGEO. Donc oui, c'est un point fondamental. Merci de l'avoir souligné. Sur les échanges avec Orano et la SNR. Alors, avec Orano est d'une part un producteur de déchets radioactifs. Donc, à ce titre, demande à ce que un dialogue technique soit établi avec les équipes d'Orano pour anticiper les besoins en matière de stockage de leurs déchets. Oui, la partie retraitement fait partie des options de politique énergétique française qui pourraient avoir une implication importante sur la gestion des déchets radioactifs. Encore une fois, l'intérêt d'une revue régulière, donc tous les 5 ans avec le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, permettrait de saisir les enjeux et les nouveaux enjeux, le cas échéant. Relation avec la SNR, donc l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Alors dans mes fonctions précédentes, donc j'ai été, comme vous le savez, j'ai travaillé au sein de la SN, mais j'étais en contact direct avec les équipes d'experts de l'IRSN sur tous les sujets de l'ASN, sur les dossiers majeurs que nous avions à instruire. Nous étions en contact permanent avec les équipes de l'IRSN. Alors, d'un point de vue de l'ANDRA, aujourd'hui, comme vous le savez, les deux sont regroupés au sein d'une même organisation. Il y aura toujours le côté expertise et le côté instruction. Je pense que ces deux fonctions doivent rester indépendantes en application des principes recommandés, y compris au niveau international. Donc je ne vois pas d'échange, d'évolution majeure. Je pense que mon expérience passée, aussi bien au sein de la SN qu'avec les équipes de l'IRSN, et je tiens à souligner que ça s'est toujours très bien passé avec les équipes de l'IRSN, je vois pas ça sera un interlocuteur évidemment très important, d'autant plus que la demande d'autorisation de création de stockage est en cours d'instruction, donc avec une étape clé en ce moment. L'attractivité des métiers. Alors, c'est un vrai sujet. Au niveau français, on voit bien que les ressources ne sont pas nécessairement pléthoriques. Il faut former plus de personnes au métier du nucléaire. On a la même difficulté au niveau mondial. Donc, c'est pas... je pense que quand on élargit un petit peu le champ de vision, c'est pas avec des personnes formées à l'étranger qu'on pourra forcément compenser les besoins en France. Donc on a vraiment une question importante à gérer. Alors ça peut se traiter avec des acteurs clés, le GIFEN en particulier, avec d'autres acteurs qui sont présents sur ces sujets-là. Côté ANDRA, je pense qu'on a notre rôle aussi à jouer pour faire mieux connaître ou continuer à bien faire connaître les métiers de l'ANDRA pour attirer d'autres talents. Je pense qu'il y a un sujet aussi pour attirer la jeune génération. Ça, je pense que on a besoin d'ingénieurs et de personnes techniques. Voilà, la jeune génération qui pourrait apporter évidemment des ressources supplémentaires.
Alors ça, c'est un sujet qui me semble très important. Personnellement, je ferai ce que je serai en mesure de faire pour attirer davantage. Il se trouve que j'ai aussi eu dans d'autres fonctions des relations particulières avec des actions de mentorat en particulier. Voilà, je pense que les futurs ingénieurs, ceux de demain, je pense qu'on a aussi besoin de leur faire connaître les métiers pour leur donner envie de venir rejoindre des agences comme l'Andra. Le PR2, davantage de pédagogie, oui, tout à fait. Je pense que c'est de la même façon. Il faudra expliquer les enjeux et l'impact. Alors, ça dépendra aussi du nombre de réacteurs. Hein. Comme vous le savez, il y a eu une première étude qui a été menée pour 6 réacteurs EPR2. La question et les prochains, je pense que ça sera aussi quelque chose à prendre en compte dans les futures éditions ou même la future édition du PNGMDR, le cas échéant. C'est vraiment ce mécanisme, encore une fois, tous les 5 ans qui permet d'avoir cette dynamique et de s'assurer que les besoins puissent être anticipés. Agence de l'État et réflexion en cours pour la fusion entre les opérateurs. Alors oui, ça c'est une question très récente, tout à fait d'actualité, mais très récente. Alors, je vous avoue que depuis Vienne, je n'ai pas forcément eu tous les détails. Je sais que l'Andra, bien sûr, fait partie des agences qui sont en cours impliquées dans le processus. C'est un petit peu prématuré pour moi de pouvoir vous donner une réponse éclairée là-dessus. J'ai connaissance de cette démarche. Je n'ai pas de proposition concrète à ce stade, encore moins en n'étant pas à l'Andra. Sécurité nucléaire. Alors effectivement, la sécurité nucléaire sur un projet comme Cigéo est un sujet particulièrement important et sensible. Alors comme vous le savez, l'ASNR n'est pas en charge de la sécurité nucléaire. Donc c'est mes fonctions actuelles à l'AIEA, où là par contre je suis en charge à la fois de la sûreté et de la sécurité nucléaire, qui me permettent d'avoir cette vision plus intégrée des deux dimensions. Simplement pour dire que ce sont des sujets très sensibles, donc je n'ai pas le détail de ce qui se passe sur Cigéo, puisqu'il faut être habilité pour ceci, et je n'ai pas aujourd'hui l'habilitation nécessaire, puisque je ne suis pas en fonction à l'Andra, mais je vous confirme que c'est un des points, évidemment, qui sera regardé avec grande attention si ma nomination est confirmée. S'agissant de l'évaluation de l'autorité de sûreté nucléaire et des niveaux satisfaisants de sûreté, alors oui, je pense qu'il y a toujours des marges de progrès pour n'importe quel exploitant, et c'est bien, je pense qu'il y a aussi des marges de progrès pour qu'il y ait cette dynamique qui se poursuive. Je pense que pour l'Andra, il y a un point sur la partie évaluation. Alors, ce que j'ai lu, mais encore une fois, dans les documents publics, c'est plutôt la façon dont l'Andra peut conduire de façon plus approfondie certaines études d'impact ou les poursuivre, puisqu'on voit qu'il y a quand même un enjeu d'évaluation des impacts de ces installations sur le long terme. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de manque majeur par rapport à l'appréciation qui a été portée par l'autorité de sûreté nucléaire. Calendrier de Cigéo, où en est-on? Est-ce qu'on est proche ou est-ce qu'on est loin? Alors, je pense qu'on a évoqué la demande d'autorisation de création 2027. Ce décret est la première étape pour pouvoir construire l'installation. Mais construire l'installation, ça ne veut pas dire accueillir des déchets radioactifs. C'est construire. Et après, il faudra une autre autorisation de mise en service qui interviendra à peu près dans les années 2035 ou quelque chose comme ça, qui permettra l'accueil de nouveaux colis. Donc voilà, c'est l'échelle de temps. Je pense que ce sont des projets au temps long, encore une fois, mais avec une progression étape par étape qui est indispensable. Et donc ça rejoint un peu la dernière question que vous évoquiez sur la question du coût de Cigéo. Je pense que le cadencement des différentes étapes de Cigéo est très important pour avancer. Voilà, reporter sans visibilité aucune ne semble pas être aujourd'hui la voie envisagée. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ni de compléments de questions, je remercie la candidate et nous allons donc procéder au vote. Je vous